toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vintage Wrestles, l'émission qu'on vous propose sur les pay-per-views du passé, les grands pay-per-views du passé, le Big Four, et puis là évidemment comme WrestleMania 32 est à l'approche, c'est donc une édition ancienne de WrestleMania qu'on va analyser, la 21e qui se déroulait donc à Los Angeles et avec comme thème Hollywood bien sûr. Que ici c'est Brousty bien sûr qui vous accueille. Avec moi bien sûr il y a Mister Cocktail pour les soirées folles pour ceux qui aiment l'alcool malheureusement. Mais il y a aussi surtout Mister Vintage pour vous apporter une grande connaissance du catch et surtout quand on parle d'un pay-per-view ancien, c'est Renaud. Salut Renaud. Bang! Salut Brousty, salut tout le monde. J'ai eu peur, je croyais que tu allais parler de moi quand tu disais Mister Cocktail. Cocktail sans Ah, alcool, oui, mais avec alcool, non. non, voilà, je sais que tu partages ce goût sans alcool de moi, donc c'est dommage pour les autres parce que au départ, c'est vrai qu'on a eu un problème technique avec Benito qui est animé et lui, il aime beaucoup plus l'alcool, donc d'ailleurs, coucou à lui. Coucou à toi, tu ne fais pas partie de la Straight Edge Society. Et ouais, c'est ça qui est dommage, mais bon. Et on est rasé sans le vouloir, chez certains en tout cas, je parle de moi. Mais bon, voilà. Donc il y a quand même deux grands matchs de cette édition qui se déroulait en 2005 et qui est quand même assez symbolique, vous allez le voir, avec notamment déjà du Rey Mysterio et Eddie Guerrero, le premier Money in the Bank ladder match, du Undertaker Randy Orton, du Kurt Angle Shawn Michaels quand même, John Cena JBL, et en main event il y avait Batista Triple H. Et donc, outre ces grands matchs, bien sûr, il y a quelques moments un peu moins reluisants dont on parlera, mais bien sûr brièvement, parce que priorité est donnée bien sûr aux grands moments classiques dont on va vous parler dans quelques instants. Après ce petit extrait de la bande son de WrestleMania, interprété par The Soundtrack of Our Lives, ça s'appelle Big Time. Voilà, à tout de suite. Welcome to the future. Welcome to the future. Get into the new speed. Get into the enemy. Mass communication. What's the occupation? What's your dedication? Welcome to the future. Straight into the future. Big time. We're all partners in crime. Look at the big time. We're all standing in line. Et donc nous revoilà donc pour parler de WrestleMania 21 qui avait lieu donc au Staples Center de Los Angeles pour la toute première fois d'ailleurs dans cette salle qui était toute récente à l'époque, avec comme thème de fond Hollywood avec beaucoup de petites vignettes bien sympas de parodies de stars de la WWE, de films. Avec, bon, on peut citer du Forrest Gump, avec Eugene, Ah oui, il y a eu Braveheart aussi avec Triple H. Triple H et Flair, ouais, exactement. Il y avait Taxi Driver avec beaucoup de catcheurs, où il disait Eh You oui. talking to me, la fameuse phrase de Robert De Niro. Il y avait Gladiator avec Steve Austin aussi, Basic Instinct avec Jericho, Christian, Stacy Keibler. On avait Pulp Fiction avec Eddie Guerrero et Booker T. On avait aussi Quand Harry rencontre Sally avec Christy Hemme et Kurt Angle. Enfin, c'était franchement cool. Et il y avait aussi Des Hommes d'honneur avec JBL. Voilà, c'est ça. C'est super bien fait. Mm. Ah ouais, non, clairement. Et toi, t'as préféré quelle promo? J'ai bien rigolé sur le Taxi Driver où il y avait tous les catcheurs qui passaient un par un. Et j'ai bien aimé celle de Braveheart où à un moment donné, Ric Flair il veut faire avancer un âne, mais il n'y arrive pas. Ah ouais, aussi, ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi Basic et Instinct. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le pay-per-view avec la séquence de Taxi Driver, ouais, qui est tordante avec notamment Batista qui joue un rôle assez phénoménal, ouais. Mon Dieu, C'est vraiment à voir, et ça, c'est très clair. c'est très bien fait. Mais c'est vrai que c'est un bel hommage à Hollywood. Ils sont là-bas, donc ils ont eu cette idée. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et oui, puis voilà, il y a du coup beaucoup de stars aussi. Dont un ancien champion de la WCW, c'est assez bizarre à dire, oui, David Arquette bien sûr. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil WCW parce qu'il faut toujours en parler. Et d'ailleurs, bon, il y a des anciens de la WCW dans ce WrestleMania, mais plutôt dans le Dark Match d'abord. Bon, on va juste en parler brièvement parce qu'on l'a pas vu. C'est Booker T qui l'a gagné, donc Battle Royale de 30 hommes, voilà, en 16 minutes 36 si vous voulez prendre Ouais, le chronomètre, mais voilà, c'était plus un des derniers faits d'armes de Booker T avant qu'il parte à TNA, quoi. ouais.
Voilà, voilà. Et donc on passe à l'opener. Après, il y aura un ordre de match qui sera un petit peu différent selon l'importance. Mais bon, l'opener était quand même pas mal. Il opposait les deux champions par équipe de l'époque, ce qui est assez paradoxal. C'était Rey Mysterio et Eddie Guerrero avec une victoire de Rey Mysterio après 12 minutes 39. Une victoire un peu surprise. Car Eddie était quand même le favori du public avec le theme song Je mange, je vole, je triche. C'était dans cet ordre-là. Évidemment en version anglaise, donc je vous évite la prononciation. C'est compliqué. Merci Bruce. Ben, t'as trouvé comment ce match déjà? Ouais, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est un très bon opener, très propre, où les deux se connaissent par cœur. Comme tu l'as dit, ils étaient champions par équipe. Ils étaient devenus champions un mois avant, lors de No Way Out, quand ils avaient remporté les titres contre les Basham Brothers. Ils les perdront plus tard contre les M&M. Mais bon, c'est pas le meilleur Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, parce que ces deux-là ont fait des chefs-d'œuvre absolus, notamment un soir de 97 à Halloween Havoc à la WCW. C'est vrai que ce match-là, j'en parle souvent, mais si on veut vraiment en retenir qu'un, bon, c'est assez dur d'en retenir qu'un entre Eddie et Rey Mysterio, mais si vraiment, en tout cas personnellement, je dois en retenir qu'un, c'est ce match-là, Halloween Havoc 97, qui a d'ailleurs été considéré comme le meilleur combat de l'année 97 à la WCW. Il s'était raffronté aussi plus tard à World War 3 en 97, qui est encore une fois un excellent combat, et puis en 98 aussi, où il y avait eu une guerre parce que Rey Mysterio avait intégré le clan à Eddie Guerrero, c'était la LWO, la Latino World Order de Eddie, puis finalement Rey Mysterio avait quitté le clan et ça avait fait des guerres pas mal en 98. Et puis finalement, en 2004 aussi, ils sont recroisés dans un match que peut-être des gens ont oublié parce que c'est en weekly. C'était à SmackDown, c'est le SmackDown qui est passé après WrestleMania 20 et ils s'affrontent dans le main event dans un combat exceptionnel. Franchement, très 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 bon où à la fin du match, il y a Paul Heyman qui viendra. Paul Heyman qui était général manager à l'époque de SmackDown. Et il se prendra même une tombstone, Paul Heyman, du Taker, qui lui était revenu aussi lors de WrestleMania 20 en Deanman. Mais là, sur 2005, c'est un bon match d'opener qui est vraiment dominé par Eddie Guerrero pendant une grosse partie du match. Rey Mysterio, qui a des petits problèmes avec son masque, et ça le gêne. Pendant tout le combat, on voit qu'il est gêné par son masque, il essaye de se le remettre en place, tout ça. Bon, après ça reste très propre et cette feud va s'étendre sur toute l'année puisque ils se raffronteront notamment au SummerSlam 2005 où là c'était par contre une story assez pitoyable. Eddie Guerrero prétendait qu'il était le père de Dominique, je sais pas si tu t'en souviens, Dominique était le fils à Rey Mysterio, je pense que Oui, tu t'en oui. souviens. Ah ben évidemment, ouais. C'est ça qui est dommage d'ailleurs, parce que sinon les matchs étaient très intéressants, mais l'enjeu par contre. Et puis il y avait Vicky qui était introduite aussi, Mon Dieu, oui, cette Vicky histoire. qui était rentré. Alors là, par contre, juste pour expliquer aux gens pourquoi Rey Mysterio et Eddie Guerrero s'affrontent alors qu'ils sont champions par équipe, bah, en fait, c'était Chavo Guerrero qui était un peu rentré dans cette story-là et Chavo Guerrero qui essayait de foutre la team en l'air, en fait. Il allait voir Mysterio d'un côté, il lui disait Je suis sûr que t'es meilleur que mon oncle. Il allait dire ça à Mysterio, puis après, il allait voir des fois Eddie Guerrero en backstage, puis il lui disait Je suis sûr que ça fait aucun doute, t'es plus fort que Rey Mysterio. Donc les deux se sont affrontés là. Et on sent déjà ce soir-là, à WrestleMania 21, même s'il y a du respect, on sent quand même qu'Eddie il est en train de basculer un petit peu vers son heel turn, qui fera plus tard dans l'année. Ah oui, oui, c'est le lancement, et puis très peu de temps après, ils vont perdre les titres contre M&M, donc Ouais, ça va vraiment lancer cette rivalité, et ensuite, voilà, avec une série de matchs, Keddy va perdre souvent, mais il va quand même avoir le bonheur de gagner le dernier match, le Steel Cage match. exactement, ouais. C'était à SmackDown. Moi, c'était surtout le match Great American Bash que j'avais bien aimé aussi. C'est juste avant qu'il lance Très bon. complètement cette rivalité avec le petit Dominique. Voilà, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, on a fait le tour. Je pense des rivalités intéressantes entre les deux. Moi, j'ai bien aimé aussi ce match. Voilà, après, ça reste du propre, effectivement, comme tu le dis. Un move que je relève, c'est Corkscrew plancha de Rey Mysterio à l'extérieur du ring Ouais, qui était très bon, ça, c'est vrai qu'il aimait bien le faire. Donc c'était toujours très intéressant. Après Eddie, c'était toujours du très propre, évidemment. C'était pas du grand Eddie non plus ce soir-là, mais du Eddie sous contrôle, je dirais. c'est ça, oui. Donc bien tranquille. Et puis après, c'est vrai que malheureusement, à la fin de l'année, cette année-là, ben, il nous a quittés. On le sait en 2005. Il était prévu qu'il ait un gros rôle avec déjà une rivalité qui était lancée avec Batista. Ouais. Et puis, ouais, il aurait pu encore avoir évidemment des règnes après, on le sait, mais bon, voilà. Le destin s'en est chargé. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez voir aussi un combat, si un combat qu'on peut mettre dans le best-of d'Eddie, finalement aussi, c'est celui-là. Même s'il est pas, c'est pas un grand classique, mais ça reste en fait le dernier combat d'Eddie Guerrero à WrestleMania, donc c'est tout un symbole. C'est certain. Après, oui, il y a eu un WrestleMania dont on avait parlé précédemment où il était beaucoup plus au sommet, ça, bien sûr. Ah, Ça. le WrestleMania 20? Eh ouais, c'est ça, oui. Ouais, contre Kurt Angle, ouais, exactement. Eh oui. Dont on avait parlé avec le triomphe également de Chris Benoit. Ben justement, c'est la liaison avec
Le match suivant, c'était donc le tout premier Money in the Bank ladder match, inspiré par Chris Jericho, officieusement et officiellement aussi d'ailleurs, où il était allé en toucher deux mots à Eric Bischoff, qui était le general manager de Raw à l'époque. Donc voilà, après il y avait donc plusieurs hommes qui se sont ajoutés, et puis ça a donné donc un premier match électrique avec les participations de Chris Jericho bien sûr, de Shelton Benjamin qui était le champion intercontinental, très impressionnant à l'époque, avec une grosse popularité. Chris Benoit, bon, valeur ultra sûre, et puis bien sûr mon Christian, je dirais, et puis mon Edge aussi. Et puis Kane qui est arrivé avec les échelles en feu, surtout, c'était une image très impressionnante dès l'entrée où le combat était parti très fort avec une forte utilisation aussi des échelles. Et au bout du compte, c'est Edge donc, qui a enclenché sa marche en avant vers le titre de la WWE qui va conquérir en tout début d'année 2006 à New Year's Revolution en cachant sur le malheureux John Cena qui se sortait tout juste d'une D'un Chamber, élimination ouais. Chamber, ouais c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, après 15 minutes 17 qu'on n'a pas vu passer vraiment, je pense que tu seras de mon avis. Donc. Et donc Edge a pris la mallette, la toute première mallette, qui était bien grise à cette époque-là, moins flashy que celle de maintenant, au nez à la barbe de Chris Benoit, après un sacré coup de chaise. Donc t'as pensé quoi de ce match? Ouais, c'est un des meilleurs Money in the Bank de l'histoire. Alors, il y en a eu beaucoup, puisque depuis, c'est devenu un pay-per-view. Donc, il y en a aussi, il faut avouer qu'on oublie, hein, même moi, parce que j'ai envie de dire qu'on m'appelle un peu la mémoire sur SLS Radio, mais il y a des Money in the Bank que je zappe parce que, comme il y a Raw et SmackDown le même soir, des fois, j'avoue que j'ai des petites lacunes sur le Money in the Bank. Mais en tout cas, celui-là, bon, déjà, le Money in the Bank, à la base, il était créé pour arriver à tous les WrestleMania. Ça a été le cas jusqu'en 2010, jusqu'à WrestleMania 26, où cette année-là, ben justement, ils ont créé ce pay-per-view après Money in the Bank. Alors, il y en a eu des très bons depuis le 2011 avec Daniel Bryan aussi, remporté par Bryan. Enfin, il y en a eu encore pas mal dans l'histoire, d'autres qui sont vraiment oubliables. Mais pour revenir sur celui-là de WrestleMania 21, déjà, je trouve qu'il y a énormément de stars dedans. En tout cas, de futures grandes stars, parce que à ce moment-là, il était un peu de temps pour Edge de passer au main event parce qu'il squattait la mid-card pendant un moment, même déjà il a commencé un peu en opener, puis finalement la mid-card, la team avec Christian qui était super, hein, Oui, y a et pas... puis en 2001, il aurait pu décoller quand il a gagné le King of the Ring, mais ensuite, Exactement. malheureusement, il avait gardé beaucoup par équipe. Après, il y avait la rivalité avec Chris Benoit Et il aussi, y a eu sa justement. blessure aussi. Il y a eu une blessure terrible, terrible pour Edge qui l'a freiné, une blessure au cou, une blessure à la nuque qui a mis un Et frein oui, complet. d'ailleurs, c'est celle qui aura un impact sur sa fin de carrière, on le Et sait. complètement. Donc ça déjà, cette blessure-là, il a eu énormément de mal à s'en remettre et ça l'a vraiment freiné complet. Quand l'Alliance est arrivée en 2001, Edge a été vraiment un grand absent de cette année-là et de cette guerre-là. Et là, enfin, bon, il touche à cette mallette qu'il mérite et Chris Benoit, lui, était un des gros favoris parce que Benoit, lui, justement, pardon, 2004, bon ben voilà, 2004, Benoît il devient champion du monde à WrestleMania 20 et derrière il a conservé son titre pendant plusieurs mois, il s'était bien imposé, donc c'est aussi lui justement qui prend ce dernier coup, qui il allait toucher cette mallette et Edge qui le tape. Moi ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est déjà c'est Shelton Benjamin qui est impressionnant, c'est un athlète complet naturellement. Et quand on le met avec des échelles, ben, on a la preuve. Il en fera d'autres d'ailleurs, des Money in the Bank. Et là, à un moment donné, il fait une prise où il marche sur l'échelle comme il montait des escaliers très vite pour porter une close line sur Jericho qui est en haut de l'échelle. Ça, c'est une super image. Et il y a aussi une autre image qui me vient en tête, c'est Chris Benoit qui se met tout en haut de l'échelle pour placer sa descente de la tête sur Kane qui est couché sur le ring. Et Chris Benoit, à ce moment-là, il a déjà des points de suture au-dessus de l'œil. Mais il s'en fout, quoi. C'est Benoît, ça a toujours été ça. Il sortait toujours de ses matchs complètement carbonisés. Et là, il place quand même cette descente de la tête du haut de l'échelle jusque sur l'épaule de Kane. Et bien sûr, les points de suture éclatent. Et ça, c'était une certitude. Alors, c'est pas que j'aime forcément les trucs gore, mais c'est pour montrer encore une fois à quel point Chris Benoit va jusqu'au bout et que c'est pas 4 points de suture sur le front, ou même plus, parce qu'il y en avait plus, qui vont le freiner, quoi. Et ça, c'est une grosse image. Ça prouve Ah, encore une fois que le mec va très loin dans ses prises. ah oui, non, c'est clair, c'est absolument impressionnant. C'est écrit douleur qui poussait, et vraiment, ouais, c'est. Mon Dieu, oui. Là, vraiment, ceux qui disent que le catch c'est du fake, là, ben, regardez ce match-là, je crois que vous allez tomber de vos chaises, hein, à mon avis. Hein. Donc, parce qu'il y a quand même un engagement de fou. Ouais. Là, quand même, tu peux pas faire semblant. C'est absolument énorme cet engagement. Après, je vais te suivre sur Sultan, qui fait aussi une impressionnante T-bone souplex sur Edge depuis le haut de l'échelle. Ça tombe de 3 mètres de haut, c'est absolument impressionnant. C'est Mm. pour moi même le move du show pour aller plus loin encore. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs vraiment de moments intéressants.
Chris Jericho qui était aussi très bon dans ce match. Christian peut-être un peu plus effacé qui était là surtout pour recevoir des coups malheureusement. Il était assisté par Tomko mais plus Ouais, pour prendre des coups en duo aussi. Donc voilà, et puis avec Kane qui était la grande force, le grand monstre, le gars qu'il fallait toujours écarter jusqu'au dernier moment avec cette fameuse bataille, ces coups de tête énormes de Chris Benoit pour le faire tomber en fin de l'échelle. Et puis voilà, puis après Edge bien sûr qui s'était pris souvent beaucoup de coups jusque-là dans le match, qui débarque comme ça, tout frais comme un gardon avec le coup de chaise. Et puis c'était dans le cadre d'une rivalité aussi, parce qu'ils étaient déjà un peu en rivalité avant, ils avaient été associés même par en équipe par défaut. Et exactement. ensuite, ils allaient se retrouver à Backlash, le pay-per-view qui suivait, avec la mallette d'Edge qui allait jouer un rôle avec une brique à l'intérieur. Donc voilà, ça avait quand même été aussi assez physique. Oui, c'était une grosse C'était en last guerre. man standing d'ailleurs. Ouais, exactement, c'est un super combat là aussi, Backlash. On fait pas les vintage sur les pay-per-view qui sont pas du Big Four, mais si vous voulez voir un bon Edge contre Chris Benoit, faut se tourner aussi vers Backlash, ouais, complètement. Et oui, surtout quand c'est une stipulation parfois qu'on a tendance à critiquer, mais parfois quand les talents sont réunis pour cette Et voilà. stipulation, ça peut bien faire marcher chose. Donc ouais, c'était voilà, c'était le début donc, de l'ascension d'Edge vers le titre de la WWE qui a été progressive, hein, parce qu'il y a quand même eu aussi une feud avec Ric Flair avant vraiment que d'un coup il débarque d'un coup pour l'année 2006 où là voilà, il était au sommet quoi. Là volontairement, je vais pas venir tout de suite au match suivant, il faut toujours une petite respiration entre les gros matchs que là c'est plus le moment du titre féminin, d'ailleurs, c'est maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle à nouveau actuellement à WWE. Tout récemment, le terme diva a disparu, Ah donc ouais? voilà. Ouais, c'est tout récent là. Ça a Ok, été appelé là. J'ai vu ça il y a 2 jours, donc d'accord. c'est vraiment tout récent. Donc voilà, c'est l'actualité avec la plus grande championne féminine de tous les temps, Trish Stratus, qui défendait son titre contre Christy Hemme. Pas un match énorme qui a duré à peine plus de 4 minutes. La victoire sans surprise de Trish Stratus qui était dans un rôle très heel de championne très orgueilleuse qui surtout se vantait d'avoir blessé Lita, sa rivale qui a entraîné Christy Hemme pour ce match. Mais enfin bon, à part un twist of fate, Christy Hemme c'était très léger, c'était celle qui se faisait remarquer pour avoir fait la couverture de Playboy. Et puis ça illustrait que quand même elle était là surtout pour sa plastique, pas pour le in-ring qui était très léger où elle était là plus comme une danseuse. On l'a vu durant le match, c'était vraiment assez pathétique par moments, mais bon, voilà, ça montre que parfois, malheureusement, à WrestleMania, bah, le titre féminin n'a jamais été vraiment mis en valeur. Il a pas souvent été défendu parfois non plus. Et d'ailleurs, Renaud, je vais faire appel à ta mémoire. Est-ce que vraiment tu as en mémoire un match pour le titre féminin intéressant à WrestleMania? Ouais, ouais, bon après, ouais, comme tu l'as dit, ça se compte vraiment sur le bout des doigts. Je dirais l'Autriche contre Mickey James à WrestleMania 22, qui viendra donc un an après. Et puis, justement, je voulais revenir sur un triple threat match qui avait eu lieu à WrestleMania 18. Je voulais revenir sur ça parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement mauvais là ce soir-là à WrestleMania 21 où je me demande pourquoi la WWE est allée sur cette story-là à vouloir mettre Trish contre Christy Hemme, quoi. C'est horrible. Christy Hemme ne sait rien faire, c'est super mal construit. Et quand tu vois que Lita est à l'extérieur du ring, tu te dis que c'est un gâchis incroyable à quel point parce qu'à quel point ces deux-là elles sont liées en fait, comme Bret Hart peut être lié à Shawn Michaels. Bon, ça, c'est pour les hommes, donc c'est différent, mais je veux dire, Lita et Trish sont vraiment associées comme deux grandes rivales et elles sont jamais affrontées à WrestleMania en 1 contre 1. Justement, elles sont affrontées à WrestleMania 18 dans un triple threat match. C'est pour ça que je voulais parler de celui-là qui est vraiment bon. Il y a Jazz dedans. Il y a eu aussi un bon triple threat match à WrestleMania 19. Et d'ailleurs, je suis assez impatient de voir le prochain triple threat match qu'on aura à WrestleMania 32. Je trouve que pour les femmes, ça peut donner toujours un plus. Ça peut être intéressant à WrestleMania. Ouais, les matchs à plusieurs, on a déjà vu que Ouais, ça donnait des étincelles à NXT. Donc, et c'est les mêmes d'ailleurs qui vont s'affronter. Donc bah ça tombe. voilà, donc ça tombe bien. On n'avait plus eu ce match en triple threat donc depuis WrestleMania 19. Ça faisait un petit moment du côté de WrestleMania pour les femmes. Donc voilà, le gâchis il est là quoi. Le gâchis il est d'avoir jamais fait finalement, parce que ça se fera jamais, d'avoir jamais fait un Trish Stratus contre Lita à WrestleMania. C'est vraiment dommage. Quand tu vois que Lita accompagne Chris Hemme et que c'est elle qui est à l'extérieur du ring, tu te dis mon Dieu, mais pourquoi c'est pas le contraire quoi? Pourquoi c'est pas Lita qui est dans le ring et Hemme qui est à l'extérieur? Donc c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que ce match-là, il est vraiment oubliable. C'est très mauvais. Donc bon, on va passer outre et puis passer tout de suite sur un gros match.
peut-être le match du show, quoique non en fait. Mais très intéressant quand même à voir. C'est celui qui a opposé l'Undertaker à Randy Orton, quand même deux grandes stars. Enfin, surtout une très établie à l'époque et une vraiment qui depuis ses débuts, a explosé un petit peu tout le monde. Legend Killer, bien sûr. Et l'Undertaker qui a remporté ce soir-là sa 13e victoire à WrestleMania après 14 minutes 14. Ça, c'est pour être très précis, voilà. Mais c'est bien du 13-0 pour l'Undertaker. Et c'est peut-être là que c'est vraiment cette idée de streak qui a vraiment démarré parce qu'il y a bien eu un gros match contre Triple H en 2001 à WrestleMania. Mais c'est contre Randy Orton, je pense que cette streak s'est vraiment enclenchée et c'était un match avec un grand rythme qui avait aussi comme protagoniste le père de Randy, le cowboy Bob Orton, qui était dans la promotion du Hall of Fame cette année-là. Et tout le match, je trouve, s'est très bien déroulé avec un Randy Orton assez fou qui était depuis son départ de l'évolution, vraiment un chien fou qui mettait des RKO à tout le monde, même à Stacy Keibler qui était sa petite amie. Et voilà, c'est quand même vraiment un Randy Orton qui mettait un gros rythme au match aussi. Et voilà, c'était quand même très intéressant jusqu'au bout, et ce renversement du tombstone que Randy Orton ose tenter, mais que l'Undertaker finit par lui mettre à l'arrivée en le retournant. C'est le move du match et qui montre à quel point les deux hommes ont une sacrée alchimie qu'on n'a pas vu souvent finalement hein, dans un ring. Et ça montre quand même, voilà, c'était quand même un match très intéressant. T'as pensé quoi? Ouais, je te rejoins totalement sur le move et sur tout ce que tu as dit. C'est un très bon combat et puis en plus c'est le moment, à ce moment-là où on se disait, tiens, il y a vraiment du suspense dans la streak du Taker. Alors c'est vrai que cette streak, on peut dire qu'elle commence à peu près ce soir-là, même si Undertaker, quand il gagne Ric Flair en 2002 à WrestleMania 18, à la fin il fait le signe de 10, mais c'était plus pour le symbole. Mais c'est vrai que Randy Orton, comme tu l'as dit, il est surnommé le Legend Killer. Et il s'est fait une bonne réputation sur l'année 2004, notamment en squattant les main events avec cette feud contre Triple H quand il avait quitté l'Evolution. Il s'était fait une bonne réputation au Survivor Series aussi, où il avait gagné 2 matchs Survivor Series en étant le survivant de sa team en 2003 et en 2004. D'ailleurs, il gagnera aussi pour sa team plus tard dans l'année en 2005. Mais ouais, enfin, il s'était fait voilà, une bonne réputation. On pouvait se dire à ce moment-là, tiens, ce jeune-là, qui a déjà fait pas mal en 2004, peut mettre en difficulté Undertaker et pourquoi pas le gagner. En tout cas, ça lui ferait du bien à sa carrière. Parce que on pensait, en tout cas, on pensait jamais que ça allait être un mec comme Brock Lesnar des années plus tard qui allait battre Undertaker. Moi, j'étais sûr que si Taker, déjà, moi, je pensais que Taker allait pas perdre dans sa streak, non, ça c'est personnel. Mais je me suis dit, en tout cas, s'il perd un jour dans sa streak, ça sera face à un gars où ça peut lui faire énormément de bien. Après, j'avais pensé à Mr. Kennedy plus tard. Voilà. En tout cas, ces gens-là où tu sentais qu'il y avait du potentiel et que ça pouvait leur faire un bond en avant de battre une légende comme l'Undertaker et de mettre fin à la streak. Donc, il y avait vraiment un suspense incroyable. Et d'ailleurs, ils ont bien joué, comme tu dis, cette fin dingue avec ce tombstone retourné et même à un moment donné aussi où Taker veut porter un chokeslam où il se fait contrer en RKO. C'est super bien fait et ça sera une feud assez énorme sur toute l'année où ils se affronteront au SummerSlam où cette fois ça sera Orton qui le gagnera. Puis ils se affronteront aussi à No Mercy dans un match handicap où cette fois le Cowboy Bob Orton va participer au combat. C'est un match handicap en casquette qui était Oui. super. Le cercueil hein, pour les Oui, non-anglophones. oui, c'est un casquette béret, bonnet, non, non, c'est cercueil. Et puis après aussi, ben d'ailleurs, quand je disais que Randy Orton gagnera son match au Survivor Series, il gagnera pour sa team, il représentait la team SmackDown contre la team Raw. Et à la fin du match, quand il célèbre dans le ring, il y a Undertaker qui fait son retour dans un cercueil en feu et la feud reprend et ils se raffrontent à Armageddon pour finir l'année dans un Hell in the Cell qui sera remporté par le Taker. Mais c'est vrai que c'est assez bon, même sur tous les matchs, hein. Là, on parle de WrestleMania parce qu'on fait celui-là. Et d'ailleurs, c'est pour moi même le meilleur, mais ce qu'ils ont fait après, c'était encore très bon, hein. C'est clair. Après, moi, je disais qu'après, je regrettais qu'ils ne soient pas plus affrontés, mais c'était plus dans un temps plus récent. Parce Plus que, récent, oui. ouais, depuis, voilà, ils se sont beaucoup affrontés à cette époque-là, mais ensuite, c'était très rare. Donc, Ah oui, après, c'était très rare. Mais en tout cas, c'est vrai que Randy Orton, moi, je me suis fait un petit top 3 des combats de Randy Orton à WrestleMania, et je trouve que celui-là, il est dans le top 3, avec son combat contre Seth Rollins à WrestleMania 31, et avec son combat contre CM Punk à WrestleMania 27. Je pense que là, on est dans le top 3 des combats de Randy Orton. Bon, après, on place comme on veut, mais voilà, c'est franchement propre et c'est très très bon. En plus, il se blesse à l'épaule, Randy Orton, on s'en rend même pas compte. Je trouve qu'on s'en rend pas compte dans ce match-là. Bon, il se blesse à la fin sur le tombstone. Et ça va être le début hein, de ses problèmes à l'épaule, puisqu'après, ça sera Batista qui va le blesser en le projetant contre un poteau. Et puis Triple H à One Night Stand 2008 en le projetant à l'extérieur du ring.
Et maintenant, carrément, c'est une poubelle quoi, qu'il blesse à l'épaule. Ça prouve à quel point son épaule, elle en peut plus. Ouais, c'est certain. Ouais. Bah, en même temps, on peut pas toujours le remplacer, c'est pas Terminator. Donc, ouais, c'est normal. Ben, ouais, pour moi, tu parles de top 3, moi, j'irais carrément à dire le meilleur parce que il a été un perdant magnifique et il y a eu l'intensité, le suspense, vraiment comme on n'avait jamais vu avec lui à WrestleMania, je trouve. Donc, c'est le plus intéressant. Et puis, aussi cette image de l'entrée de Undertaker qui est quand même très forte avec tous ces druides qui arrivent avec Ouais, les torches enflammées et puis lui qui arrive sur la fumée mais sans bouger. Enfin, il se déplace c'est sur une super. planche bien sûr, mais c'est super bien fait donc c'est absolument impressionnant cet effet cryptique, je dirais. Ouais, c'est Donc, très bien fait. On dirait un spectre. ah ouais, carrément. Donc là, vraiment, c'est là, voilà, qu'on a vu revenir vraiment l'Undertaker, qu'on disait à cette époque-là, voilà, c'était le gars qui commençait à penser retraite. Et puis non, en fait, c'est là quand même qui s'est bien relancé. Je sais pas pourquoi, beaucoup de gens le disaient à l'époque, mais voilà, la preuve. Donc après, c'était que le début, hein, avec cette série de matchs à WrestleMania absolument incroyable, et contre Edge, contre Shawn Michaels, bien sûr, Ah ensuite. oui. Voilà. Bien sûr. Mais donc, ouais, c'était quand même un match très fort de cette édition WrestleMania. Mais bon, il y en a quand même un autre qui est absolument monstrueux. Mais on va en parler un peu plus tard. Car dans l'immédiat, ben, il y avait deux titres en jeu. Au niveau Ouais. des hommes, je précise bien, parce que on a parlé du titre féminin auparavant, mais il y avait le titre de la WWE qui était défendu par John Bradshaw Layfield contre John Cena. Voilà, c'est le début réel de John Cena au plus haut niveau, je trouve, après un peu plus de 11 minutes, même si le match il est plus qu'oubliable parce que c'était John Cena qui a longtemps été raillé pour ses moves très limités. Mais voilà, c'était plus un brawl, je trouve, et puis forcément c'était plus dans ce que fait JBL habituellement. JBL qui était quand même un énorme champion à l'époque, qui avait eu un règne très long de plus de 200 jours Ah où il oui. avait défendu quand même de manière, bon, assez alambiquée plusieurs fois parce qu'il n'était pas tout seul, ça tu t'en parleras, mais voilà, c'était John Cena, il avait eu le titre des États-Unis auparavant, mais là voilà, c'est là qu'il a vraiment décollé avec son premier titre de la WWE ce soir-là. Ouais, complètement. JBL avait été et le plus long champion de l'histoire de SmackDown quand les deux rosters étaient bien séparés. Donc lui, il a conservé pendant un énorme moment contre l'Undertaker. Alors oui, c'est vrai que les façons c'était très très heel, mais en attendant, il a conservé son titre pendant un long moment, puis face à Eddie Guerrero aussi. Donc lui s'était imposé du côté de SmackDown et ouais, John Cena était champion US. Alors lui, il a perdu justement aux mains d'Orlando Jordan, qui faisait partie de ce qu'on appelle le bureau de JBL où il y avait les frères Basham et Orlando Jordan. Et même, ils avaient fait exploser la ceinture de John Cena dans une poubelle un soir à SmackDown. Parce que la ceinture de John Cena avait été customisée aussi, Ah oui, sa c'est vrai qu'il ceinture il le US. faisait déjà dès le début, ça. Il faisait déjà, voilà, ouais, il avait déjà fait à ce moment-là. Alors le match, il est complètement oubliable en termes de qualité, mais après, ça reste les débuts de John Cena en tant que champion, donc il fait partie de tous ces best-of que tu vois sortir en DVD dans la carrière de John Cena. C'est un match qu'on ne peut pas zapper. C'est impossible à le zapper parce que c'est WrestleMania et parce que il devient champion pour la première fois. Bon, JBL, il fait du JBL, c'est-à-dire qu'il est stiff sur l'homme. Ses prises sont toujours. C'est pas des prises exceptionnelles, c'est des follow slam, c'est des cordes à linge, mais toujours portées très fortement, notamment une dans le coin à un moment donné où il lui dégomme la gorge. Bon, après, ça, c'est pas. Voilà, il n'y a rien de classique, il n'y a rien d'historique, en tout cas en termes de qualité. Mais si je peux conseiller un Senna JBL, ça serait plutôt Judgment Day 2005, où là, par contre, c'est hallucinant. C'est un match I Quit, où John Cena finit en sang, mais un truc de dingue, où les mecs passent à travers des télés. Ils ont tout fait, quoi. C'est très marquant. Ils sont recroisés plus récemment à Judgment Day 2008, où c'est encore une fois très, très, très oubliable. Je dirais que des matchs 1 contre 1 que j'ai vus sans stipulation, celui que je préfère, c'est le Royal Rumble 2009, où ça reste un match de catch plutôt classique, mais assez propre. Voilà. Après, les JBL Senna, bien sûr, sans stipulation, c'est un peu dur de faire quelque chose d'historique, quoi. C'est certain, mais bon, voilà, pour le symbole, c'était quand même un match très fort, voilà, juste pour ce symbole. Qu'enfin John Cena, voilà, il était dans la caste des grands champions, et depuis, bon, on sait qu'il va quand même collectionner beaucoup de titres en suivant, donc Ouais, et puis là, en plus, il continue une streak, hein, parce qu'il est arrivé à WrestleMania 20 en battant le Big Show pour le titre des États-Unis. Là, à WrestleMania 21, il bat JBL pour le titre de champion du monde. Il conserve à WrestleMania 22 contre Triple H. Il conserve à WrestleMania 23
contre Shawn Michaels. Donc déjà, ça fait des WrestleMania qui passent là, les uns après les autres, c'est toujours des 1 contre 1. Et puis il gagne. Bon, il perdra à WrestleMania 24, mais c'est dans un triple threat match où Randy Orton avait remis sa ceinture en jeu contre Triple H et lui. Et puis de nouveau, il gagnera. Bon, après, je vais pas refaire l'histoire, mais Ah oui, bah, il a plus souvent gagné que il a c'est plus vrai. souvent Ça gagné. Ouais, je gagnera. pense que sa dernière défaite, si je dis pas de bêtises, date de WrestleMania 27 contre le Miz. Hein. Oui, oui, Ah non, parce ouais, qu'après. pardon, il y a eu le Rock aussi à WrestleMania 28, mais après, Ah oui, oui, oui. Once in a lifetime, effectivement, oui. oui. Ouais, non, mais c'est vrai que Sina, mine de rien, dans l'ombre d'un autre dont on va parler, c'était aussi à sa manière Mister WrestleMania, hein, c'est certain. C'était toujours une tête d'affiche qui sera pas là cette année, mais voilà, c'était toujours une tête d'affiche Ouais. marquante chaque fois. Hein. Mais en revanche, ce qui n'était pas du tout une tête d'affiche, et là forcément on va vite passer. Bon, tout à l'heure tu as parlé du Big Show champion et tout, voilà, mais ça, c'était pas sa meilleure période avec match sumo que Jacques Ah ouais, Chirac non, non, non. a dû bien aimer. Contre Akebono. Voilà, Akebono après 1 minute 02. Bon, le ring, forcément, n'avait pas de corde. C'était comme enfin, il y avait un tapis, quoi. Voilà, c'était le cercle au centre. Et puis Big Show bah, qui a été envoyé à l'extérieur. Voilà, hein. Tout le monde s'en fichait. Tout le monde avait raison. Et puis on va s'en ficher aussi pas mal, je crois. En Ouais. revanche, il y a aussi des passages qui auraient pu être sympas, qui ont provoqué de grosses pop, mais que je sais que tu as jugé assez pitoyable, c'est les Hall of Famers qui sont entrés en action, avec Hulk Hogan qui était la tête d'affiche de ce Hall of Fame 2005 et qui fait son retour d'ailleurs tout court à la WWE à cette époque-là, Oui. qui est intervenu pour attaquer Mohamed Hassan et Dave Harry pour sauver Eugene, voilà. Et puis il y a eu aussi un Piper Spit de Roddy Piper qui était l'autre tête d'affiche de ce Hall of Fame et qui avait pour invité Stone Cold Steve Austin. Et puis là, Carlito est venu se prendre aussi voilà, un stunner. Et puis Austin a aussi distribué ensuite un stunner Ouais. à Piper. Voilà, voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Mais voilà, alors là par contre, attention, là on passe sur du lourd parce que c'est le match. Là on est d'accord tous les deux. Je sais que si Benito était là, il aurait dit le contraire, mais c'est bien sûr le Kurt Angle Shawn Michaels. C'est le match de la soirée, très clairement. Ah oui, Peut-être même de bah, l'année 2005 d'ailleurs, tout court. ah ouais. Avec Kurt Angle qui l'a emporté par soumission. C'est quand même pas une mince affaire de battre Shawn Michaels par soumission. Je sais que une fois célèbre où c'est arrivé, c'était pas vraiment prévu, mais ça s'est fait après quand même le plus long combat de la soirée, 27 minutes 25, absolument extraordinaire, d'une histoire racontée. Je sais, pour parler un petit peu pour Benito, que lui, il n'était pas très charmé par la première moitié du match qui était assez lente, qui était dans la construction. Et puis il aimait pas la façon Shawn Michaels de beaucoup vendre, voilà. Il Ouais, fallait bien que mais je représente un petit enfin, c'est son avis qu'on respecte, hein, chacun ses avis. Lui, il a toujours dit qu'il avait un petit souci avec Shawn Michaels, donc bon, c'est une première chose. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs storytellers et performeurs que la WWE ait connu. Donc, et puis la mise en place du match me semble logique de commencer tranquillement pour finir en fanfare. Pour moi, c'est un match qu'on monte dans toutes les écoles de catch, quoi. Il y a deux magiciens qui s'affrontent, c'est un des meilleurs combats de WrestleMania. Hein. Je parle vraiment du show WrestleMania. C'est dans le top des meilleurs combats avec d'autres. Et Shawn Michaels, mine de rien, s'y retrouve beaucoup de fois, quoi. Parce on peut classer ses combats face à Taker, on peut classer ses combats face à Bret Hart. Voilà, à un moment donné, il se fait aussi appeler Mister WrestleMania en surnom. Donc, tu sens que ce soir-là, le mec, il donne souvent tout, mais alors le soir de WrestleMania, là, il se donne vraiment à 300%. Et donc, lui, c'est un performeur, un des meilleurs storytellers, et il affronte un des meilleurs athlètes à être jamais monté sur un ring de catch, quoi. C'est Kurt Angle, c'est-à-dire, lui aussi, en termes de catch pur, tu fais pas mieux. Pour moi, ce match, déjà, c'est un dream match. Donc c'était un des combats que je voulais voir un jour dans ma vie et ça s'est fait, tant mieux, parce que là aussi on pensait vraiment qu'ils allaient jamais se croiser à cause de Michaels qui avait eu des soucis au dos. Les deux ne sont pas trop de la même génération. Enfin, c'est un peu comme si Kurt Angle affrontait Bret Hart. C'est un match qu'on voulait voir aussi. Ça s'est jamais fait parce que Bret Hart a eu des énormes soucis déjà avec la fédération et puis après avec un super kick qu'il avait pris de Bill Goldberg dans la tête. Donc lui, on savait qu'il allait jamais affronter Kurt Angle malheureusement. Mais là, voilà, Kurt Angle, Shawn Michaels, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un dream match et puis Shawn Michaels donne tout avec son splash sur la table où Kurt Angle est allongé sur la table, il se mange un switch in music de malade à la fin du combat. Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, ils se raffronteront plus tard dans l'année à Vengeance 2005, là encore dans un combat incroyable. Alors si on doit en garder qu'un, ouais, c'est quand même WrestleMania 21,
Mais enfin voilà, WrestleMania Vengeance 2005, là encore, c'est du haut niveau, c'est dingue. Et puis ils se affronteront aussi en triple threat match avec John Cena qui sera dans l'affaire, ce sera à Taboo Tuesday pour la ceinture de champion du monde. Et c'est vrai que c'est un combat incroyable que je pourrais regarder jusqu'à la fin de ma vie. Mais Ah oui, vraiment, ça fait partie vraiment de ces combats intemporels. De toute façon, là, intemporel, ouais. c'est un catch très actuel aussi, mais voilà, ça pourrait. Si ça avait eu lieu dans les années 80, ça serait un truc qu'on pourrait regarder sans problème encore aujourd'hui. Même en 2045, Ah 2050, ouais. sans souci, et même après. C'est vrai qu'il y a quand même une grande histoire. Après, je sais que pour revenir un petit peu sur Benito, pour le citer, pour les points de désaccord, Ouais, il n'a pas aimé le fait que l'Uncle Lock dure beaucoup trop de temps à la fin, que Shawn Michaels mette beaucoup de temps à taper, mais bon, c'était quand même dans l'histoire. mais bien sûr. Michaels, il allait pas taper comme un vulgaire jobber non plus, hein. C'était le Et bien fait sûr, voilà, qu'il fallait quand même qu'il soit vraiment poussé à bout, ouais, tel un John Cena, hein. Voilà, il complètement. fallait vraiment qu'il soit complètement cramé. Et puis c'était vraiment le sel de ce match, hein, où vraiment les deux se sont donnés une dépense physique impressionnante, une intensité. Enfin, Ah ouais. je dirais pas jamais vu, hein, parce que ouais, tu me diras aussi que tu as déjà vu beaucoup de matchs très très intenses aussi, mais celui-là, il est quand même Ah, voilà, c'est le dans haut le du top de panier, hein. ce genre. Ah oui, Ah oui. ouais, ouais, non, mais Ah oui. c'est incroyable. Mais c'est vrai, tu as raison, hein, sur la ankle lock aussi, que Shawn Michaels s'abandonne pas de suite. Heureusement, enfin, on est en train de parler de Shawn Michaels, quoi. Donc il abandonne à un moment donné où la clé, là, c'est plus possible. Il est en plein centre du ring. Kurt Angle l'a carrément bloqué aussi avec ses jambes. Donc il peut plus s'en détacher. C'est une sangsue et il tape. Et Kurt Angle aussi porte son angle slam de la troisième corde. Il monte sur les cordes comme un rien. Il fait aussi son fameux moonsault. C'est superbe, quoi. Je veux dire, tu prends des photos, c'est magnifique. Ah oui, c'est l'athlète ultime, mais c'est vraiment le prototype du catcheur parfait. C'est fou ça. Mais ouais. Tant au niveau personnage aussi, parce qu'il a beaucoup marqué aussi au niveau personnage. Une moisson de titres absolument impressionnant. C'était quand Ouais. même quelqu'un qui tenait la dragée haute à Brock Lesnar aussi au niveau physique. Donc ouais, c'était quand même vraiment un athlète absolument énorme. Et puis même avec voilà le physique fluide de Shawn Michaels, c'est absolument parfait quoi. Y a pas on voit pas la différence physique. Après, elle est pas non plus énorme, mais voilà, ça quand même entre forcément le monstre Kurt Angle mine de rien. Ouais. Ça, c'est clair que ça a montré vraiment qu'il y avait quand même de sacrés catcheurs à l'époque à WWE. Après, il peut revenir, hein. Maintenant Oui, qu'il en a fini à TNA, et au passage, vous pouvez écouter le Catch-moi si tu peux, récemment fait sur Kurt Angle à TNA. Il peut y revenir pour un dernier run après, à voir. Mais ouais. Je pense que c'est une possibilité. En tout cas, il mérite le Hall of Fame à la WWE. Alors pourquoi pas faire un ah oui, combat à WrestleMania? Enfin voilà, quand tu vois l'année 2000 qu'il a passé, Kurt Angle, toutes les années où il a été là, hein, vraiment. Mais s'il y en a une à retenir au niveau des titres, au niveau accomplissement plus qualité in-ring, je crois que 2000, ça a été incroyable ce qu'il a fait. Et là, pour rappeler pourquoi ils s'affrontent, pourquoi il y a un Shawn Michaels Kurt Angle, mais en fait c'était les matchs quand il y avait Raw contre SmackDown. Et Michaels, lui, représentait Raw. Et Kurt Angle a représenté SmackDown. Ils referont ça à WrestleMania 24 avec une qualité de match bien moindre, puisque Raw sera représenté par Umaga et SmackDown par Batista. ouais, en effet. C'est vrai que c'était l'époque où il y avait vraiment deux brands bien distinctes et puis avec des pay-per-view bien identifiés aussi. WrestleMania, c'était le seul ou un des seuls. Non, il y avait les Survivor Series aussi. Le Big Four, ouais. Oui, oui, voilà. Bon, oui, je dis Voilà. une connerie. Donc, oui, à part dans le Big Four, grosso modo, ils se croisaient quasi jamais en réalité, les deux rosters. Donc, c'était impressionnant. C'était vraiment deux rosters différents. Et puis, c'est le fameux match que tout fan de catch voulait voir, comme tu le disais, parce que Ah oui. c'était le fait, voilà, aussi le sel de cette rivalité, c'était que Kurt Angle pensait que Shawn Michaels se dévaluait complètement la lutte et puis le fait voilà qu'il était champion olympique bien sûr et c'est tout ça qu'il voulait rappeler que la lutte c'était un sport très fort et c'est vrai que c'est impressionnant quand même que ça nous ait amené un athlète aussi fort. Voilà. Ouais. Complètement. Ah, Ouais. c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Faut le voir. Si vous l'avez pas vu et que vous êtes fan de catch, faut le voir. Bah, Ah maintenant, je oui, pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui l'ont vu, bien sûr. Mais voilà, c'est un combat à voir et à revoir. ah oui, à revoir. On prend toujours beaucoup de plaisir, c'est certain. Les Mm. grands matchs, on aime bien les revoir. Après, je ne sais pas si c'est le cas du main event, qui était donc pour le titre poids lourd, champion du monde poids lourd. Détenu par Triple H, accompagné par Ric Flair. C'était les deux derniers restants de l'évolution. Et Batista en face, Batista. Mais voilà, après, il y avait toute cette histoire avec Triple H qui a tout fait pour l'orienter vers JBL, même en simulant des attaques de limousine. Et puis, Mm.
Voilà, c'était vraiment tout un truc. Et puis, il y avait aussi une conversation. Voilà, c'est là que vraiment la rivalité a démarré. C'est quand Batista avait grillé Triple H qui se vantait beaucoup. Et puis, c'est le fait, voilà, c'est moi j'ai la ceinture et puis aucun des autres ne peut le prendre. Et puis, là, quand même, c'était le début de l'ascension de Batista au plus haut niveau. Ouais, je dirais aussi, c'est paradoxal. Il y a Ouais, John Cena et il y a Batista aussi. Voilà. ouais, ils se suivent de très près, ces gens-là. Ah oui, Même, depuis le Rumble, ils ont une trajectoire ouais, très très linéaire, les deux, très ouais, parallèles. Et ouais, donc à l'arrivée, voilà, c'était dans un match qui était plus marquant, déjà rien que par l'entrée de Triple H, qui était très habitué de ses entrées avec Motorhead. Ça avait été le cas contre l'Undertaker, le match que j'avais évoqué un petit peu tout à l'heure à WrestleMania 17. exactement. Donc ouais, c'était déjà quand même très bien de voir un groupe aussi énorme avec le malheureux Lemmy décédé cette année, qui sera membre honoraire du Hall of Fame, qui quand même voilà introduit Triple H. C'était quand même un symbole très fort et puis on sentait que c'était un grand moment aussi de sa carrière et puis celui de faire endosser aussi un grand rôle à Batista et puis ça s'est fini avec cet énorme Batista Bomb, voilà, qui pour moi est aussi le move marquant du match, qui est pas énorme, mais qui est quand même de bonne facture. Après, Ouais, c'est surtout sur l'intensité aussi. C'est pas la même, évidemment, que Kurt Angle, Shawn Michaels, mais quand même, il y a cette intensité, ces petites interventions de Ric Flair, et puis Triple H en sang aussi, qui donne un relief particulier à ce titre conquis par Batista après un peu plus de 21 minutes. T'en as pensé quoi, ouais. ouais. Ben, j'ai trouvé que c'était un bon match de Big Man. Alors bah oui, c'est très très loin d'être le meilleur main event de l'histoire de WrestleMania. Je cherche même pas à le comparer à Kurt Angle, Shawn Michaels, parce que eux, c'est vrai qu'ils, de toute façon, ils sont dans une autre sphère. C'est des gens à part. Voilà, eux, on les compare même pas. Mais je trouve que voilà, c'est un bon match de Big Man où Triple H prend les choses en main et opère un bon travail de sap sur Batista, comme il sait le faire, hein, le travail à la Triple H. Alors c'est peut-être assez lent et méthodique, mais je trouve que ça fonctionne. Et Batista, lui, il est plus dans l'explosivité et la puissance, là où Triple H joue la malice et l'expérience. Donc ouais, je trouve que les deux s'entendent plutôt bien sur ce combat-là. Je parlais dans un vintage qu'on avait fait, c'était le vintage SummerSlam 2004 où j'avais dit qu'Undertaker avait vraiment bien aidé JBL dans le main event du côté de SmackDown, qu'il avait crédibilisé. Là, c'est exactement ce qui va se passer du côté de Raw avec Dave Batista et Triple H, parce que Triple H va être exactement dans le même boulot que l'Undertaker. C'est-à-dire qu'il va crédibiliser Batista et ça va montrer crescendo puisqu'ils vont avoir une trilogie ensemble. Là, donc, ça se met en place à WrestleMania 21 et ils vont se recroiser à Backlash en 1 contre 1 dans un combat que je trouve encore supérieur d'ailleurs à celui de WrestleMania 21 et ça va se terminer à Vengeance dans un Hell in the Cell assez incroyable aussi qu'il faut voir, un très très bon combat où les armes ont été sorties. Il y a même une chaise qui a été sortie qui était entourée de fils barbelés. Donc ils sont allés très loin. Ils ont toujours eu une bonne entente, je trouve, dans le ring. Et pour moi, en tout cas, des feuds de l'année 2005, c'est la meilleure. C'est celle que j'ai le plus appréciée sur l'année, avec celle aussi du Taker contre Orton. Ouais, ouais, moi je suis plus fan de Celtic Taker contre Randy Orton sur la qualité des matchs, mais c'est vrai que là aussi, comme tu le dis, c'est vrai que ça a donné quand même de gros moments et c'est vrai des matchs plus qu'intéressants, c'est certain. Là, je peux pas dire autre chose que ce que tu as dit, je peux que plus soyer quoi. Ça c'est très clair quoi. Donc ouais non, c'est quand même impressionnant et puis voilà, c'était vraiment la fin de l'évolution après. Enfin, c'est reformé ces dernières années quoi. À un Ouais, moment c'est donné, reformé contre le Shield, ouais. sur une brève période, c'était contre Shield. Donc voilà, ça a toujours été pour monter des gars. Et puis on le sait que l'évolution, ça a été vraiment le tremplin pour Randy Orton, pour Batista et même aussi pour Triple H, tant qu'à faire. Même s'il avait déjà une certaine aura. Et puis voilà, c'était multiplié, je dirais. Donc Mhm. c'était quand même un moment qui était très fort. Et c'est vrai que c'était un Batista, voilà, qui était quand même loin d'être le Batista boring que de son retour dernièrement. Voilà, c'était celui qui misait sur l'explosivité, Ah qu'il a oui, un peu perdu avec le temps, évidemment, mais c'était ces moments d'un coup de surplus vitaminé qui donnaient vraiment du sel au match, voilà, de l'inattendu, quoi.
Donc voilà, ouais, c'était quand même donc la consécration donc de John Cena et Batista. Donc pour résumer ce pay-per-view avec l'Undertaker et sa streak et puis donc Kurt Angle, Shawn Michaels à revoir et revoir et puis Edge bien sûr qui gagne le Money in the Bank là d'un Ouais. match. Voilà, pour résumer. Et donc pour résumer aussi, il y a la note, la fameuse note qui va être très simple à calculer là. Je vais demander la tienne. Ah, je vais mettre un 8 sur 10. Je vais mettre un 8 sur 10 pour le chef-d'œuvre absolu qu'il faut voir, revoir et revoir. Pour le premier Money in the Bank, qui est en plus très bon. Donc, c'est pas que le fait d'être le premier Money in the Bank, c'est qu'en plus, c'est le premier, mais qu'il est très bon. Il y a le dernier, ouais, c'est le dernier WrestleMania dédié, le règne de deux futurs énormes stars, John Cena et Batista, et le Taker Orton, qui est lui aussi très très bon. Donc, c'est une grosse soirée, hein. Franchement, c'est un très bon WrestleMania. Qui se passait à ce moment-là, après je te laisse vite dire ta note, mais qui se passait à ce moment-là dans des petites arénas, entre guillemets, quoi. Enfin des arénas qui font 20 000. WrestleMania 20, il s'était arrivé au Madison Square Garden. Logiquement, parce qu'ils avaient fait WrestleMania 10 et WrestleMania 1, donc c'était un peu comme un anniversaire. D'ailleurs, je pensais que le 30 allait être au Madison Square Garden, mais c'est pas le cas. Et WrestleMania 21 au Staples Center, puis ils reviendront à WrestleMania 22 à Chicago, à la All-State Arena. Et c'est des arénas qui font 20 000. Et à ce moment-là, Vince McMahon, d'ailleurs, à partir de WrestleMania 21, Vince McMahon avait dit à toute son équipe, bon, pour WrestleMania 23, on va un peu retourner dans les énormes arénas et les énormes stades, ce qui sera le cas plus tard. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'avant, bah, dans les premiers WrestleMania, à part le premier, ils étaient aussi dans le gigantisme. Il y avait Détroit notamment, bien sûr. Ouais, il y a eu deux phases en fait. Les premiers WrestleMania, ils étaient dans des énormes trucs, des énormes stades, hein, des énormes arénas, parce que la WWE avait le monopole total. Puis quand la WCW a commencé un peu à se greffer face à eux, c'était plus compliqué. Ben à partir de WrestleMania 11, WrestleMania 10, WrestleMania 11, 12, et puis tout le reste jusqu'au 16, là ils étaient dans des arénas de 20 000. Et puis au 17, 18, 19, sont revenus dans des grosses arénas. Puis là, voilà, sur ces trois-là en fait, WrestleMania 20, 21, 22, on est sur des arénas plutôt soft. Et là, depuis, bon ben c'est de nouveau les stades. Et ça fait plaisir parce que visuellement, c'est vrai qu'on voit que c'est un show différent, quoi. Ah oui, c'est certain, ouais. Mais là, voilà, l'attention était portée sur le in-ring. Je dis Oui, pas qu'ensuite elle n'était pas portée, mais c'est vrai que, voilà, on était moins dans le visuel, même si vraiment, voilà, c'était quand même très intéressant par certaines entrées, ce qu'ils ont fait, ouais. Voilà. Bon, on va pas revenir à le débat. Bah, pour moi aussi, la note sera très simple à calculer parce que c'est du 8. Ouais, c'est un des trois meilleurs WrestleMania en tout. Bien sûr, je suis évidemment, j'ai une petite place dans le cœur pour WrestleMania 17 qui pour moi est le tout meilleur parce qu'il voilà, il combine le divertissement et le sportif, mais celui-là, ah il oui. est quand même énorme dans sa variété. Et puis malgré voilà, les quelques moments faibles, ben, il en faut, je dirais, des moments faibles, toujours un petit peu. Pas des moments honteux non plus, mais des moments faibles. Parce que pendant autant de temps, autant d'heures, c'est toujours dur d'être en haleine complètement. Oui, Voilà. faut pouvoir Donc souffler c'est un bien peu, de ménager la monture, hein, surtout quand il y a des matchs aussi intenses. c'est ça. Donc c'est un WrestleMania qu'on vous conseille très vivement pour voilà. Ah oui, Pour mine de rien 6 matchs. Et donc ouais, c'est déjà ouais, pas mal, hein. facile, c'est clair. C'est clair et net. Ouais, le Hall of Fame, tu voulais en parler. C'est vrai qu'il y a eu quelques noms marquants. C'est vrai que tout à l'heure, Bah j'ai oui. parlé donc, de Hulk Hogan, de Bob Orton, de Roddy Piper. Et il y avait qui d'autre? Oh, il y avait du beau monde. Il y avait Nikolai Volkov, le Iron Sheik, Paul Orndorff, Jimmy Hart, qui a été pendant un moment manager d'Hogan et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres stars. Donc oui, Piper Hogan, tu l'as dit, c'est les deux gros gros noms. Je voulais le dire parce que bon, c'est un peu une classe très portée sur les années 80. Mais exceptionnel avec bon Hulk Hogan bien sûr, qui est une énorme star, une des plus grandes stars de la fédération avec Stone Cold Steve Austin, John Cena, Taker et quelques autres. Mais voilà, si on doit en Ah ouais. décrocher quelques-uns, bien sûr qu'il y a Hogan dans l'affaire. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, son petit angle, je vais faire très vite. Celui que j'ai préféré, c'est celui de Piper avec Austin et Carlito qui viendra après. Mais le petit angle avec Hogan, en fait, il intervient pour représenter toute l'Amérique comme d'hab, hein, c'est un peu le truc bateau et cliché. Mais finalement, ça aboutira sur un combat le mois d'après à Backlash où il fera équipe avec Shawn Michaels, ce qui est assez exceptionnel quand même comme team pour un soir, face à Ty Ivory et Mohamed Hassan. Et voilà. Bon, mais très bien pour les précisions. En effet, il faut jamais oublier quand même toutes ces précisions. Et puis, j'aurais juste une question à te poser. Ouais. Par rapport au roster, le roster, voilà, bon, on sait que c'était sur beaucoup séparé entre Raw et SmackDown à l'époque, mais globalement, entre l'actuel et celui de l'époque, il y a 11 ans, préfère lequel? Moi, je suis assez nostalgique de celui de l'époque, je dois l'avouer, avec des gars. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, je trouve que les mecs, quand ils arrivaient à la fédération,
Ils avaient plus une aura que les gars qui arrivent maintenant. Je vais peut-être me faire des gens. Bah Je vais ouais, peut-être. non, parce que c'est vrai que maintenant on est surtout c'est des gars qui viennent de l'indépendant et qui viennent Oui, pas de l'ICW, de la WCW, c'est donc ça, bah voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est juste par là que je voulais dire ça, parce qu'après, je veux dire, les mecs sont exceptionnels, hein. Ce qu'il y a aujourd'hui, le roster qu'il y a aujourd'hui, faut vraiment se dire qu'il est exceptionnel. Je veux dire, les Sami Zayn, là, il y a AJ Styles qui est arrivé, les Kevin Owens, enfin ces gars-là, moi, tous les jours, je voudrais en voir des combats de ces mecs-là. Je suis vraiment heureux de suivre encore le catch et de suivre la WWE et de voir d'ailleurs que ces gars-là arrivent à s'imposer. Parce qu'à une époque, ça ne serait jamais imposé, ces mecs-là. Là, ils s'imposent et ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que le roster qu'on a là, notamment à WrestleMania 21, et ce qui était bien, c'était ces deux shows séparés. Parce que moi, je prenais énormément de plaisir à voir SmackDown. Aujourd'hui, je regarde encore SmackDown, et je regarde plus SmackDown comme je le regardais à cette époque-là, quoi. ah oui, ah, c'est la différence très nette, hein, c'est C'est qu'il y la a plus personne différence la de plus brandé nette. maintenant. Et bien sûr, tu regardais SmackDown où tu avais un roster incroyable. En fait, Raw, c'était un peu le show où il se passait énormément de choses, comme encore aujourd'hui. C'était plus storyline, tout ça, même s'il y avait des bons catcheurs, mais c'était plus un peu dans ce truc-là, quoi, de faire avancer les storylines. Il allait se passer, qu'est-ce qui va se passer avec Triple H, tout ça, bon voilà. Et puis SmackDown, c'était vraiment catch. Bon, il y avait bien sûr des stories pour avancer leur pay-per-view qui étaient exclusifs, mais quand même, c'était énormément catch, quoi. Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Kurt Angle, Edge, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Donc s'ils font ça aujourd'hui, moi c'est ce que j'espère, c'est que ça serait qui séparent encore et je prendrais plus de plaisir à mater la WWE, même si j'en prends encore maintenant, mais c'est vrai que bon. Je sais pas, après, C'est certain. niveau qualité, pour pas faire trop long, niveau qualité, je trouve qu'encore aujourd'hui c'est exceptionnel. Parce que beaucoup, des fois, ils disent ah, c'était mieux avant, comme dirait Francis Cabrel. Oui, Mais oui, non, après, on a toujours cette rengaine hein, quand on a ouais, connu des périodes dorées, mais c'est clair. Mais après, voilà. voilà, c'est sûr que après, il faut quand même considérer que le catch c'est toujours un cycle. Et ouais, il y a eu le cycle d'Hulk Hogan, il y a eu le cycle de Bret Hart, de Steve Austin, Austin, de ouais, Rock, le cycle John Cena qui oui, prend fin. Voilà, enfin, il y a eu le cycle Triple H aussi, même s'il a encore un petit peu, mais voilà, après, faut laisser de la place aux nouvelles stars. Il y a eu le cycle complètement. Undertaker, bien sûr, enfin, ainsi de suite. C'est le catch, et c'est l'essence du catch. Et puis, ouais, c'est toujours intéressant un petit coup d'œil, de faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur parfois. Bon, pas trop long parfois sur la date à rentrer, mais, mais voilà. Tu sais, la WWE est toujours plus forte que ses superstars, hein. Elle survit à tout le monde. Elle survit au départ d'Hogan, elle a survécu au départ de Bret Hart, de Michaels, elle a survécu au Ah départ de oui, c'est Stone une Cold Steve entité Austin. énorme. Oui, oui. C'est voilà, hein, ça Ah se oui, ça renouvelle peut toujours. avoir des années très faibles et puis Ah oui, après voilà, intéresser une masse énorme de personnes hein, dans le monde. Hein. c'est ça exactement. C'est très clair, ouais. Mais donc voilà, ben, en tout cas, ben, on espère que vous avez bien aimé ce numéro. N'hésitez pas à réagir et puis à dire quel moment vous avez adoré. Ouais, ça serait cool. Ça c'est clair. Et puis un bonjour à Jason Kendricks parce que il aime beaucoup les vintage et puis on sait qu'il y participe aussi parfois. On Ouais, l'a merci à toi sollicité. Jason de nous écouter, c'est sympa. Nos partenaires se reconnaîtront aussi, bien sûr. Temple du Catch, le monde du catch, Vox Catch notamment. Puis vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, c'est peut-être le cas actuellement. Sur iTunes, par l'intermédiaire d'archives, ça se développe pas mal depuis quelques temps, donc ça c'est très bien aussi parce que vous pouvez l'écouter sur votre portable quand vous vous déplacez. C'est toujours bien d'avoir Renault en fond sonore partout, Ça dépend des endroits, hein. c'est certain. Mais Voilà. Dans les chiottes, ça va. Dans le lit, un peu moins. voilà, ouais, effectivement. T'as bien tout résumé, oui. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @Wessos Radio et sur Facebook à Wessos Radio Parlons Catch. Donc, ben, prochain numéro vintage, ce sera cet été sur SummerSlam. On vous dira bien sûr la prochaine édition. C'est pas tout de suite, il y a quelques mois à passer. Bien sûr, d'ici là, c'est surtout WrestleMania 32 qui arrive avec le traditionnel live d'analyse lundi à 22h30, le lundi 4 avril. Voilà. Donc, ben, merci Renaud d'avoir Merci à toi. apporté toute ta lumière, toutes ces analyses et toutes ces anecdotes historiques. Merci beaucoup. Tel le Stéphane Bern de Wessos Radio. Il est où le trou? Ouais, pas mal l'imitation, mais on fera mieux la prochaine fois. Merci. Et donc, ben, on vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée, enfin, quel que soit le moment dans lequel vous écoutez. Surtout, n'hésitez pas à parler autour de vous de nous. C'est toujours intéressant, bien sûr, d'avoir de nouveaux auditeurs aussi, de nouveaux avis. Voilà. Ah, ciao tout le monde! Salut les amis.